Bonjour à tous, ici le Père Jean-Baptiste Bienvenu. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Padre Blog. Alors c'est parti, d'abord vous vous abonnez parce que vous savez que ça vous permet de mieux recevoir nos contenus et nous d'avoir une plus grande audience. Donc merci beaucoup pour ce petit clic que vous faites maintenant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être au siège du Figaro à Paris en compagnie d'un des journalistes du Figaro qui s'appelle Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour mon père. C'est une joie de venir ici, de découvrir aussi ce lieu incroyable, historique j'ai envie de dire, parce que le Figaro c'est un journal C'est le plus vieux quotidien français. Voilà. Ouais. C'est donc incroyable d'être là. Vous êtes journaliste au Figaro, vous travaillez je crois pour la rubrique actualité du site lefigaro.fr qui est le site d'actu le plus lu en France. Ouais. Voilà. Et vous êtes aussi auteur de l'excellent livre que je vous montre, L'extinction de l'homme, aux éditions Taillandier. Et donc on va en parler tout de suite, la question de l'antispécisme. Mais avant ça, j'avais envie de commencer par une question perso, c'est un peu le format aussi qui le veut. Vous avez 25 ans, vous êtes de formation littéraire et vous êtes journaliste. Alors franchement, la question qu'on se pose tous, c'est en 2022, pourquoi c'est encore intéressant, pertinent d'être journaliste? Alors je ne sais pas si tout le monde se la pose, moi je ne me la suis jamais posée. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé dans ce métier en me disant est-ce que ça vaut le coup d'être journaliste, est-ce que en 2022 ça a encore du sens, etc. J'ai plutôt, je suis arrivé en stage un peu par hasard et quand j'ai ensuite passé quelques mois dans la rédaction ici, j'ai trouvé ça passionnant. Quand on trouve enfin un métier qui nous paraît intéressant, qui satisfait notre curiosité, où on a l'impression de rayonner et de s'épanouir, en fait la question se résout d'elle-même. Donc à ce moment-là, j'ai pu chercher autre chose et j'étais quasiment certain que j'avais ma place ici et que c'était pour ça que je voulais me lever le matin. Ouais. Mais c'était pas du tout, je n'avais pas intellectualisé la chose, je n'étais pas parti d'une longue méditation sur qu'est-ce que la presse aujourd'hui, est-ce qu'on en a besoin, etc. C'est vrai que je posais la question parce que souvent les gens aujourd'hui, les jeunes en particulier qui sont en quête de sens, et ce que vous venez de dire parle du sens d'ailleurs que vous y trouvez, se disent oui mais on est dans le règne de l'émotionnel, on est dans le règne de l'immédiateté, comment faire pour faire advenir la raison et le temps long au milieu d'un flux qui est permanent et qui est dans l'immédiateté toujours. Quand on travaille dans une rédaction comme le Figaro qui est assez complète, parce qu'on a beaucoup de supports, en fait on a une échelle de temps justement qui permet de passer d'une temporalité à une autre. Nous on fait du très immédiat, quand une information tombe il faut que dans les 5 minutes elle soit sur notre site. Et en même temps, à la rédaction du Figaro on a la chance d'avoir des formats qui nous permettent justement d'introduire une temporalité beaucoup plus longue en prenant le temps d'examiner les contextes des faits, de raconter des histoires, de les interpréter, de les décrypter et puis même ensuite de les faire rentrer dans ce que j'appellerais la conversation civique, c'est-à-dire le débat d'idées, la façon qu'on a nous ensuite de se positionner par rapport à l'information. Donc ça c'est vraiment pour le coup ce que le Figaro permet, c'est une approche extrêmement complète de l'actualité. Et moi ce qui m'a guidé, puisque vous me demandez un peu comment est-ce que je me suis intéressé à ce métier, ce qui m'a guidé au milieu de ça, c'était le goût de la parole. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est une phrase que j'ai entendue lors de mon départ routier, parce que j'ai été un peu dans le mouvement scout, où on m'a dit un jour, sur ta parole, on doit pouvoir bâtir une cité. C'est une phrase magnifique, qui est à la fois lourde de sens, même un peu écrasante, parce que quand on se l'entend, on se dit mais je n'oserais plus jamais parler. Et voilà, c'est ça. On se dit, ça fait cher le bavardage, quoi. Ouais. Et en même temps, clairement, je pense que le métier que je fais aujourd'hui, il répond un peu à ça. C'est-à-dire que vraiment, la parole médiatique, alors si galvaudée et critiquable soit-elle, et je pense que c'est des critiques aussi qui peuvent être saines, mais c'est quand même une des paroles qui est vraiment au fondement de l'édification de la cité. Donc ma responsabilité sur le tout petit bout du spectre sur lequel je peux un peu appuyer, c'est de faire que cette parole elle soit juste, elle soit vraie et qu'elle serve au fond un projet qui est peut-être très humble. Moi, je pense pas du tout, je n'ai pas une définition très grandiloquente de journaliste, je peux juste dire les choses comme elles sont en fait. Il ne s'agit pas de recréer le monde, on ne va pas transformer le réel en fonction de nos intuitions, etc. Les médias, c'est pas ça, c'est juste déjà essayer de rendre compte de ce qui est. Et de la complexité du réel. La complexité, et puis voilà, examiner aussi la façon dont les gens se représentent le monde et de voir aussi si elle coïncide ou pas avec le réel. Merci parce que une parole pour bâtir la cité, c'est quelque chose d'exigeant et qui aussi peut donner envie. Je pense à plein de gens qui regardent et qui se disent peut-être journaliste, pourquoi pas. Enfin, c'est intéressant voilà, de positionner ce métier, cette vocation comme quelque chose de noble, quelque chose de beau et c'est ce par quoi je voulais commencer aujourd'hui. On parle un peu du livre. Même principalement du livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire sur l'antispécisme et peut-être pour nous déniaiser un peu, c'est quoi la définition de l'antispécisme? L'antispécisme, alors tout simplement, c'est
un courant d'idées qui veut s'opposer au spécisme. Donc c'est une réaction à ce que les militants de la cause animale appellent le spécisme, la discrimination entre les espèces. On parle de sexisme quand on parle de discrimination entre les sexes, de racisme quand c'est entre les races. Eh bien, en fait, il y a beaucoup de militants qui sont favorables aux droits des animaux, qui nous disent quand on considère différemment les humains et les autres animaux, c'est une discrimination spéciste, c'est-à-dire qu'on privilégie une espèce animale, l'homme, au détriment de toutes les autres. Et donc les antispécistes, c'est les gens qui vont nous dire en fait c'est pas normal. C'est pas juste de penser que on peut faire souffrir un animal pour son plaisir, que ce soit pour le manger, pour fabriquer un sac à main ou je ne sais quoi, mais qu'on pourrait pas faire ça aux hommes. Vous voyez, donc il y a vraiment ce désir profond d'égalité et de justice entre les espèces qui est à la racine de ce courant de pensée, même je pense une idéologie, parce que pour moi c'est vraiment il y a quelque chose de très idéologique dans cette volonté de tout mettre sur le même plan. Et pourquoi moi ça m'a intéressé, c'est parce que d'abord j'ai le sentiment de plus en plus appuyé que c'est en train de devenir un sujet central dans les débats de société aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Mais... Non pas qu'on ne se soit jamais intéressé à l'animal avant, mais aujourd'hui c'est présent très très souvent. Il y a beaucoup de lobbying qui est fait, alors notamment dans les secteurs économiques qui sont liés à l'exploitation de l'animal, principalement l'élevage, et en l'occurrence la viande, puis aussi tout ce qui est les activités de loisirs, je pense à la chasse par exemple, qui est un lobbying alors qui couvre un peu toutes les nuances du spectre. Il y a des gens qui sont radicalement contre, qui diront tant qu'on élèvera encore des animaux dans ce monde, on sera coupable d'un holocauste ou d'un nouveau génocide, et les bouchers et les éleveurs sont des SS. Bon, et puis il y en a qui sont dans une perspective un peu plus nuancée, de dire en fait l'élevage on est plutôt un peu contre, mais enfin surtout on voudrait améliorer les conditions de bien-être des animaux dans les élevages. Et à chaque fois, il faut quand même toujours essayer de se demander quelle est la logique derrière. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de me dire, je ne m'intéresse pas d'abord à un courant militant, mais je m'intéresse au raisonnement qui conduit progressivement à de plus en plus de personnes à considérer que les humains et les autres animaux partagent la même essence et donc par extension la même dignité, qu'il n'y aurait pas de différence fondamentale entre la valeur de la vie humaine et la valeur de la vie animale. Et ça, moi, là, ça m'a paru pour le coup poser un vrai problème intellectuel. Et philosophique, en fait. Philosophique. Et j'ai l'impression, pour vous dire très clairement pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'on n'a plus les moyens de répondre à ces gens-là, à cette idéologie qui dit humains et animaux tous pareils. Tous pareils. On est conscient qu'il y a quelque chose qui est embêtant, que c'est pas vrai, qu'on n'est pas des animaux comme les autres, mais on ne sait plus dire pourquoi et on ne sait plus en rendre compte. Et c'est pour ça que vous appelez le livre L'extinction de l'homme, parce que ça pose une question, ce titre, parce que, comme vous le disiez, on est tous d'accord pour donner de l'attention et du respect aux animaux, parce qu'on n'est pas des brutes, justement. Et je pense que toute la population est sensible à cette question-là, sans pour autant être antispéciste. On est tous d'accord, et pourtant vous vous dites, donner des droits aux animaux, en réalité, ça conduit à l'extinction de l'homme. Pourquoi ? Alors, je fais très attention à l'expression « donner des droits », parce que vraiment, je considère que le registre du droit, il est propre à l'homme et qu'on ne peut pas parler de droit pour les animaux. En tous les cas, je fais vraiment attention aux mots parce que souvent les mots qu'on emploie, ils ne sont pas neutres. Je suis tout à fait favorable, et je rassure ceux qui nous regardent et qui pourraient en douter, je suis tout à fait favorable à ce qu'on trouve plein d'idées pour améliorer la condition des animaux. Et les premiers qui réfléchissent à ça, c'est les éleveurs. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils se rendent bien compte que pour pouvoir vendre leurs produits, il faut que le client ait des garanties là-dessus, de plus en plus. Donc, donner de l'attention supplémentaire, y compris en passant par des lois, etc., pour favoriser le bien-être animal, c'est une très bonne chose. En revanche, effectivement, donner des droits, c'est quelque chose qui, pour le coup, est vraiment, pour moi, propre à la personne. Et je crois qu'il n'y a que l'être humain, l'homme et la femme, qui peuvent se dire des personnes. Et vouloir dire que les animaux sont des personnes ou que les animaux ont des droits, c'est faire ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire en fait c'est regarder les animaux avec le regard d'un humain comme s'ils étaient des humains. Alors quand c'est dans Walt Disney, avec des animaux qui sont surmaquillés, qui parlent, etc., c'est mignon, c'est pour les enfants. Mais nous, à l'échelle d'une société, on doit se comporter comme des adultes. Et on ne peut pas regarder les animaux avec un œil puéril, comme s'ils étaient nos semblables. À moins, et c'est un peu ce que j'essaie de dire dans ce titre, dans l'extinction de l'homme, c'est une idée assez forte que je défends, c'est que passer à un certain degré, vouloir rapprocher les animaux du niveau de droit et de considération qu'on donne aux humains, c'est en fait supprimer l'humanité comme une communauté à part au sein du vivant. C'est-à-dire qu'on renoncera à l'idée qu'on se fait de l'homme. C'est en ça qu'il y a un risque d'extinction. Et il y a des gens qui sont favorables à cette idée, et c'est même probablement pour ça aussi que parfois ils peuvent un peu instrumentaliser la question du bien-être animal
pour arriver à la fin des fins à leur idée qui est la déconstruction de ce qu'est l'homme. Mais du coup, la question, c'est quoi qui motive une telle perspective en réalité, puisque on est tous d'accord pour améliorer la condition animale, on ne donne pas des droits aux animaux, par contre on se donne à nous humains des devoirs, parce que voilà, les deux points vont ensemble, et comme vous le dites très bien, c'est une question qui est profondément humaine. Qu'est-ce qui les motive en fait? C'est quoi par derrière? Ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire? Une lutte de classe de plus? Alors moi je ne sonde pas les cœurs et les reins, ce que je vois pour avoir échangé avec beaucoup d'entre eux, c'est que les motivations à la base sont vraiment très différentes. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont de bonne foi, qui ont été vraiment traumatisés par des images de cruauté à l'égard des animaux, et du coup, et c'est ça un peu qui est dangereux quand on perd de vue toute rationalité, c'est qu'en fait l'émotion elle est toujours bonne, parce qu'elle vient informer ma conscience et mon intelligence, et elle me permet de penser correctement le réel. Mais s'il n'y a que l'émotion qui parle, au détriment de la raison, alors là, je peux me fourvoyer. Et le problème, c'est que dans certaines situations extrêmes, face à des images qui me heurtent, et parfois, enfin, on voit encore même maintenant, des choses sont tournées dans les abattoirs, c'est profondément choquant, et ben, le risque, c'est que si on s'affranchit de toute rationalité, on en vient à penser qu'avec son émotivité, on se dit, alors ça me choque, mais pourquoi ça me choque? Parce qu'en fait, on est pareil, et on en vient à dire n'importe quoi. Donc du coup, ces gens-là, ils sont peut-être de bonne foi, mais je trouve qu'à un moment, il y a un manque de rationalité. Et c'est là qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu plus pernicieux, c'est qu'en fait, cet affranchissement de la raison, il est permis par un discours idéologique de plus en plus présent, que je rattache à tout un courant un peu plus large qui serait celui de la déconstruction, et qui en fait entend un peu démanteler toutes les grandes catégories de pensée un peu traditionnelles qu'on avait pour appréhender le monde. C'est des gens qui disent en fait on ne peut plus penser de façon binaire, on veut un peu tout mélanger, et du coup parfois on en vient vraiment à complètement s'affranchir de la distinction fondamentale entre deux entités différentes. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'humain et l'animal. Il y a des gens qui instrumentalise un petit peu l'émotion que peut provoquer la vision de la souffrance animale pour ensuite faire avancer vraiment un agenda idéologique dont le but est à la fin de gommer toute forme de distinction entre l'homme et l'animal. Je pense qu'une question qui touche un peu de manière plus habituelle les lecteurs, les auditeurs, c'est la question du mouvement vegan, la question du rapport à la nourriture. Est-ce que véganisme et antispécisme, ça va de pair? Est-ce qu'il y a des liens? Il y a des liens, bien sûr. En fait, c'est vraiment toute la distinction entre, on va dire, la doctrine, le courant d'idées et la mise en pratique. C'est-à-dire que l'antispécisme, c'est une idéologie, c'est une position intellectuelle, c'est la réfutation de la différence entre l'homme et l'animal, en gros. Et le véganisme, c'est la façon dont je mets en pratique cette idée dans ma vie quotidienne pour me mettre à la hauteur de ce en quoi je crois. Et le vegan, donc c'est celui qui s'affranchit de toute consommation de produits d'origine animale. Donc il ne mange pas de viande, il ne va pas chasser le week-end, mais il n'a pas non plus de chaussures en cuir, il n'a pas de manteau de fourrure, il ne mange même pas de miel parce que le miel c'est l'exploitation qu'on a volé aux abeilles, le lait c'est du viol, enfin voilà. Donc tous les produits d'origine animale, le vegan il dit qu'il n'en mange pas parce qu'il veut mettre en application dans sa vie de tous les jours les thèses un peu radicales qu'il a. Et après, je suis juste un tout petit peu prudent. Je vois qu'il y a par exemple des différences entre les végétariens et les véganes. Végétariens, c'est juste les gens qui ne mangent pas de viande. Ça ne les dérange pas forcément d'avoir des chaussures en cuir, etc. Mais on peut être végétarien pour des raisons qui ne sont pas idéologiques. Ça, c'est complètement autre chose. Moi, je m'intéresse vraiment à l'antispécisme et à sa conséquence qui est le véganisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un monde qui a un peu bazardé la religion et en règle générale les croyances parce que c'était très contraignant. C'est-à-dire qu'on a bien envie de croire dans des tas de choses, surtout si ça nous donne un peu de l'espérance, mais par contre, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça au quotidien. Et en même temps, les gens sont prêts à accepter une doctrine qui institue une vie quotidienne extrêmement compliquée, je dirais même ascétique. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve presque une forme d'ascèse comparable à certaines vies monastiques extrêmes ou comparable aux jeûnes qu'on pratique pendant le carême, par exemple, chez les chrétiens. Dans le fait, c'est quasiment le carême tous les jours dans la vie d'un vegan. Et c'est quelque chose qui a du sens pour eux parce que c'est une forme d'héroïsme qui est au service d'une cause et d'un combat. Ça, c'est passionnant de voir qu'au fond, il y a plein d'analogies possibles, alors que ces gens-là reprochent beaucoup de choses à la religion, parce que pour eux, le Dieu des chrétiens, c'est ce qui a institué, au fond, la supériorité de l'homme sur l'animal, donc forcément, ils détestent ça, et ils sont très, très véhéments à l'égard des grands monothéismes, notamment, et en même temps, quasiment, ils en calquent les codes. Vous avez prononcé, du coup, le mot religion, le mot foi chrétienne.
Je repars de cette notion du repas. Qu'est-ce que c'est se nourrir? Qu'est-ce que c'est anthropologiquement en fait? Je recevoir ma vie du fait que de la dépendance d'autres vies qui se sacrifient ou qui sont sacrifiées pour que moi je puisse continuer. Alors soit on se dit que c'est quelque chose d'affreux et qu'il faut absolument l'arrêter et inventer de nouvelles manières où on n'est plus en dépendance, soit au contraire dans ce mot de dépendance, d'interdépendance, il y a quelque chose de très beau, de très noble. Et est-ce que c'est pas la noblesse d'une laitue plutôt que de fleurir et de pourrir que de devenir ma propre vie? Qu'est-ce que vous diriez sur cette Moi, j'ai notion souvenir du d'un repas? échange que j'avais eu avec notamment David Olivier, qui est un des grands militants antispécistes en France. Et j'avais eu le malheur de lui dire ça. Il me reprochait en fait de cautionner la mise à mort gratuite de l'animal. C'est-à-dire que pour lui, et pour les antispécistes en général, la vache qu'on envoie à l'abattoir, c'est une mise à mort qui est gratuite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens, elle est juste là pour satisfaire mon plaisir égoïste. Et je disais que, en fait, à mon sens, l'animal qui est mis à mort par l'homme pour nourrir l'homme, au fond, il a une mort qui est beaucoup plus digne que l'animal qui va mourir de sa mort naturelle au fond des bois, parce qu'effectivement, il va être assimilé à quelque chose qui est plus grand que lui, puisque sa chair va servir ensuite la vie humaine, et donc en fait, à travers ça, le projet d'édification de l'humanité. Ça, moi, j'en suis convaincu, effectivement, que le processus de destruction et de recréation dans la vie, en fait, il n'est pas horizontal, mais il est dirigé vers quelque chose. L'homme, c'est celui qui utilise les ressources, donc il les détruit, mais c'est vrai pour tout. Enfin, quand on construit une cathédrale, on va tailler une carrière de pierre, on va utiliser des matières qu'on va mettre au service d'autre chose. Mais en même temps, il lui donne un sens, il lui donne une forme pour édifier à travers ça toute l'humanité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à entendre, parce que je pense qu'on vit dans une époque où moralement, l'idée même de sacrifice est devenue insupportable. Et d'interdépendance. Et d'interdépendance. Parce que le sacrifice, c'est ce qui suppose la souffrance et la mort. Oui. Et il y a une autre idéologie à laquelle je compare pas mal l'antispécisme, qui est le transhumanisme. Elles sont assez similaires parce que le transhumanisme, c'est le refus de la mort. C'est l'idée qu'au fond, il est préférable de vivre toujours, mais de vivre d'une vie biologique, d'une vie matérielle. Et du coup, le transhumanisme considère qu'il n'y a rien de pire que la mort, que c'est au fond la catastrophe suprême. Et bien l'antispécisme, c'est un peu la même chose, mais avec la souffrance. L'antispécisme fait de la souffrance quasiment le synonyme du mal absolu. Et en fait, je trouve ça assez discutable. Dans la souffrance, c'est pas chouette du tout. Enfin, je ne me fais pas du tout l'apologie du dolorisme et de la souffrance recherchée pour elle-même. Ce que je dis simplement, c'est qu'elle peut assez souvent en fait, être mise au profit de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et qu'au fond, la souffrance, elle est l'expression aussi du don de soi et donc de quelque chose qui est bon parce que c'est ça qui permet la vie. Et je pense à un exemple tout bête, c'est celui de la maternité. Il n'y a pas de maternité sans souffrance, au moins au moment de l'accouchement. Et quelque part, vouloir faire de la souffrance le synonyme du mal, c'est passer à côté aussi de ce mystère-là. Donc je pense qu'il y a vraiment effectivement quelque chose de l'ordre quasiment du refus de la vie, au fond. Et si on va dans l'ordre théologique, dans l'ordre des sacrements, le cœur de la foi chrétienne, de la pratique chrétienne, c'est la messe. La messe est un repas. Parce que justement le repas est lié à la question de l'interdépendance, je reçois ma vie d'autrui. Et là, je reçois ma vie du Christ, et le Christ se sacrifie. Donc, est-ce que dans un monde antispéciste, on pourrait encore être chrétien? En fait, je ne pense pas. Enfin, il y a une vraie incompatibilité. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'effectivement, la logique même du sacrifice et du sacrifice suprême, qui est celui du Christ, il est complètement incompréhensible pour quelqu'un qui est dans un logiciel vraiment antispéciste, de dire en fait l'important c'est de préserver sa propre vie et ensuite par extension celle des autres. Il y a un problème encore plus fondamental, c'est que quand on est chrétien, pourquoi est-ce que le Christ se sacrifie pour nous? C'est parce qu'en fait, il prend sur lui mon humanité et que par conséquent, en même temps aussi, il la sanctifie. Et quelque part, ça, c'est ce qui est vraiment scandaleux pour les antispécistes. C'est de dire, en fait, non, il est absolument hors de question de considérer que la vie humaine est l'empreinte d'une sacralité particulière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'antispécisme, au fond, essaye de remettre en cause peut-être l'une des idées les plus édificatrices de la civilisation occidentale, l'idée vraiment qu'il y a une exception humaine qui existait déjà dans l'anthropologie grecque, qui s'est perpétuée avec l'anthropologie chrétienne et qui a encore continué, je dirais, dans l'époque moderne, grâce à l'invention des droits de l'homme et à l'idée que justement par cet idéal social qu'on mettait en place, l'homme recevait des droits et des devoirs. Aujourd'hui, l'antispécisme veut absolument s'affranchir de ça en disant, en fait, non, la citoyenneté, elle s'étend à tous les animaux et tous les animaux ont en partage des droits du simple fait d'être détenteurs d'une vie.
Donc on voit bien qu'il faut être vigilant aux différentes émanations de cette idéologie qui est quand même encore assez rampante pour le moment, mais qui sort de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi, c'est pour comprendre comment ça fonctionne et ne pas rater le train d'une certaine manière, d'une forme de négation en fait, de cette idéologie en tant qu'elle est profondément incompatible avec notre foi et avec même tout simplement la rationalité humaine. Moi, ce que je pense, c'est que parfois, on se focalise trop sur les épiphénomènes Oui. sans voir un peu la racine des choses. Et la racine, elle est souvent intellectuelle. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à des évolutions de société concrètes, dans les lois qui sont votées, ou même dans les évolutions des mentalités, des mœurs, etc., avant ça, souvent, il y a des gens qui ont préparé ça en étant un peu dans une position d'avant-garde dans leurs idées. Et donc, du coup, scruter attentivement ce qui se passe un peu dans la galaxie des défenseurs des droits des animaux, ça permet de faire la part des choses entre ce qui est vraiment des évolutions plutôt souhaitables. Ça fait un siècle et demi, 2 siècles qu'on s'intéresse au bien-être des animaux et qu'on met en place un certain nombre de garde-fous pour empêcher de faire n'importe quoi avec eux, ça c'est très bien. Mais en même temps, il y a aussi une dérive idéologique qu'il faudra être capable d'arrêter à temps, parce que sinon, en fait, le jour où on perdra un peu cette notion des choses, je pense qu'on va abîmer l'image qu'on se fait de l'homme. Ce jour-là, ça risque d'être trop tard. Merci beaucoup de nous donner ce dialogue, cette discussion à bâton rompu qui nous permet de creuser ce sujet-là. Merci à tous les auditeurs de Padre Blog d'avoir passé du temps avec nous pendant ce café avec Paul Sugy. C'est toujours vraiment un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour tous nos contenus.